Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui les troubles de la conduction cardiaque. On va commencer par un petit rappel anatomique. Le tissu conductif, qui est un tissu spécifique intrapariétal, donne naissance aux impulsions électriques, puis les conduit à grande vitesse vers les cellules myocardiques, engendrant ainsi les contractions cardiaques. Le tissu conductif est constitué du nœud sinusal, ou bien du nœud de Kate et Flack, qui est situé dans la paroi de l'oreillette droite, près de l'abouchement de la veine cave supérieure, et de fibres assez mal définies à l'intérieur des oreillettes. Du nœud auriculo-ventriculaire, ou bien le nœud d'Ashok-Tawara, situé au niveau de la jonction de l'oreillette droite avec le ventricule droit, et du tronc du faisceau de His, qui se divise en deux branches, la branche droite et la branche gauche, puis se distribue grâce au réseau de Purkinje jusqu'au contact des cellules myocardiques. La conduction cardiaque commence au niveau du nœud sinusal. L'impulsion électrique est générée à ce niveau-là, engendrant la contraction des deux oreillettes exprimée à l'électrocardiogramme sous forme d'une onde P qui est une onde positive. Ensuite, l'influx passe à travers le nœud auriculo-ventriculaire, puis le faisceau de His sous forme d'un espace PR à l'électrocardiogramme. Cette impulsion va se diviser vers les deux branches jusqu'au réseau de Purkinje, entraînant ainsi la contraction des deux ventricules, ce qui s'inscrit à l'électrocardiogramme sous forme d'un complexe QRS. Donc cette image illustre bien le système conductif ainsi que le siège des différents troubles conductifs. Donc les troubles conductifs à l'étage auriculaire, ou bien les troubles de la conduction sino-auriculaire à l'étage au niveau du faisceau de His, ce qu'on appelle les troubles ou bien les blocs auriculo-ventriculaires, et les blocs au niveau des branches du faisceau de His ou bien les blocs intraventriculaires. On va commencer par les troubles de la conduction intraventriculaire. On va commencer par les blocs incomplets droits, donc, où la conduction est ralentie mais non complètement bloquée au niveau de la branche droite. Pour le diagnostic, il faut que le rythme soit supraventriculaire, la durée de QRS entre 0,08 et 0,11 secondes, et en V1, un aspect RS R', ou bien RS grande R', ou bien R petite r grande S petite r', avec un sous-décalage du segment ST et en 2T négatif, ou bien des troubles de la repolarisation secondaire. La déflexion intrasécoïde est de 0,06 à 0,07 secondes. Pour les étiologies des blocs incomplets droits, il peut être physiologique avec un aspect petite r, petite s, petite r'. Il peut être dégénératif avec l'âge. On peut le voir dans les rétrécissements mitraux, les cœurs pulmonaires chroniques et les cardiopathies congénitales, et aussi dans l'embolie pulmonaire, en rapport avec la dilatation des cavités droites. La déflexion intrasécoïde, donc on la mesure du début de QRS jusqu'au sommet de l'onde S, l'onde R plutôt, de l'onde R ou bien de l'onde R'. Pour les blocs de branche droit complets, on a une interruption totale de la conduction au niveau de la branche droite. Pour le diagnostic, il faut que le rythme toujours soit supraventriculaire. La durée de QRS est supérieure ou égale à 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 petits carreaux. En V1, V2 et V3, on a un aspect RS R', ou bien R grande S R',
ou bien RR', ici c'est RR', ou bien RS, R', S', R2', avec un sous-décalage du segment ST et onde de T négative. La déflexion intrasécoïde est supérieure à 0,08 secondes, c'est-à-dire 2 petits carreaux. Pour les étiologies, c'est les mêmes étiologies que le bloc incomplet droit. Pour le bloc incomplet gauche, on a une conduction qui est ralentie mais non complètement bloquée au niveau de la branche gauche. Pour le diagnostic, on a un rythme qui est supraventriculaire. La durée de QRS est de 0,08 à 0,11 secondes. Et en V5, c'est-à-dire dans les dérivations gauche, V5, V6, D1 et AVL, on a une onde de R qui est crochetée, ou bien un aspect RR', avec des troubles de la repolarisation secondaire à type de sous-décalage du segment ST et onde T négative. La déflexion intrasécoïde, donc elle est de 0,06 à 0,07 secondes. Pour les étiologies, donc il peut être dégénératif avec l'âge. On peut le retrouver dans le rétrécissement aortique, l'hypertension artérielle et surtout les cardiomyopathies, surtout ischémiques, dilatées et hypertrophiques. Exceptionnellement, on le trouve sur cœur sain ou sur cardiopathie congénitale. Donc pour le bloc de branche gauche complet, on a une interruption totale de la conduction au niveau de la branche gauche. Pour le diagnostic, on a un rythme supraventriculaire et la durée de QRS est supérieure ou égale à 0,12 secondes. Et en V5, V6, D1, AVL, c'est-à-dire les dérivations gauche, on a une onde de R crochetée avec un aspect RR', et un sous-décalage du segment ST et onde de T négative en regard. Et on a l'absence d'onde Q en V5, V6. Pour les étiologies, c'est pratiquement les mêmes étiologies que le bloc incomplet gauche. Donc, sur cet électro, on voit qu'il y a un crochetage de l'onde R au niveau de la dérivation gauche qui est V6, V5, V6. En V5, V6, on a un crochetage de l'onde R avec absence d'onde Q et un sous-décalage du segment ST de à peu près 1,5 mm ou bien 2 mm et onde T qui est négative. Ça c'est en V5, V6. Un crochetage de l'onde R avec une déflexion intrasécoïde qui est augmentée, supérieure à 60 millisecondes, à peu près 80 millisecondes. Et en V1, on a cet aspect-là, donc aspect QS, ou bien aspect petit r et grand S en V1, V2. Donc ça, c'est un bloc de la branche gauche. Soit il est complet ou bien incomplet en fonction de la durée de QRS, soit supérieur ou égal à 0,12 secondes dans le bloc de branche gauche complet, soit inférieur à 0,012 secondes dans le bloc de branche gauche incomplet, et en fonction de la déflexion intrasécoïde. Donc ça, c'est un aspect de bloc de branche gauche en V5, V6. Donc on voit le crochetage de l'onde de R avec un sous-décalage du segment ST et onde T qui est négative en V5, V6, c'est-à-dire les dérivations gauche. Et en V1, on voit cet aspect-là, donc petite onde R et grande S. Parfois, on trouve carrément un aspect QS, c'est-à-dire absence d'onde R, et on voit une grande onde qui est négative. Donc c'est l'aspect QS. Et la durée de QRS, elle dépasse 0,012 secondes. Donc c'est un bloc de branche gauche qui est complet. Donc pour les branches fasciculaires, donc
l'interruption de la conduction est au niveau des filets de la subdivision antérieure ou postérieure de la branche gauche. C'est-à-dire soit on peut avoir un hémibloc antérieur gauche, soit un hémibloc postérieur gauche. Pour l'hémibloc antérieur gauche, on a une forte déviation axiale gauche du QRS. Donc l'axe est de moins de 45 degrés et on a un aspect R, petit r, grande S, en D2, D3, AVF, dans les dérivations inférieures. Pour l'hémibloc postérieur gauche, c'est l'inverse. On a une déviation axiale droite et un aspect petit r, grande S, en D1 et AVF. Donc sur cet électro, on voit en D2 et en D3 et en AVF, on voit cet aspect-là. Donc une petite onde R et une grande S. Donc l'axe, donc le QRS, il est négatif en D2, D3, AVF. Donc on a une forte déviation de l'axe de QRS vers la gauche, ce qui correspond à un hémibloc antérieur gauche. Sur cet électro, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le QRS est négatif en D1. En D1, le QRS, il est négatif. C'est-à-dire on a une petite onde R, une grande onde S. Donc l'axe, il est fortement dévié à droite. Il est positif en D2 et en D3 et en AVF. Donc on a une forte déviation axiale droite, ce qui est en rapport avec l'hémibloc postérieur gauche. Et en V1, V2, V3, on voit ce crochetage de l'onde R avec onde T négative et sous décalage du segment ST, ce qui correspond à un bloc de branche droite complet quand il est supérieur à 0,012 secondes. Donc maintenant, on va voir les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Ils sont dus au ralentissement ou interruption de la conduction de l'onde d'excitation des oreillettes vers les ventricules. On a plusieurs types de blocs auriculo-ventriculaires. Ici, c'est schématisé par le retard de conduction de la pizza. Donc, on va commencer par le bloc auriculo-ventriculaire de premier degré. Donc là où il y a un ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire, sur l'électro, on a un PR, c'est-à-dire un PR, un espace PR du début de l'onde P jusqu'au début de l'onde du complexe QRS qui dépasse 0,20 secondes et qui est constant. Donc on a un PR qui est lent, on a un allongement de l'espace PR qui est constant de plus de 0,20 secondes. Pour le BAV de deuxième degré, bien le Mobitz 2, on a un allongement progressif de la conduction auriculo-ventriculaire jusqu'à interruption de la conduction. Donc allongement progressif du PR jusqu'au blocage de l'onde P. Donc onde P qui est bloquée, c'est-à-dire elle n'est pas suivie par un QRS. Donc ça c'est le Mobitz 1. Donc pour le BAV de deuxième degré, on a deux types. Donc le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Pour le Mobitz 2, donc on a un blocage inopiné de la conduction auriculo-ventriculaire avec des espaces PR qui sont constants. Puis certaines ondes P sont bloquées. Donc on a donc ça c'est une onde P qui est suivie d'un QRS. Donc ça c'est une onde P qui est bloquée. Donc, P bloqué, P conduite. Donc on a un blocage inopiné de la conduction auriculo-ventriculaire avec un PR qui est constant.
Donc on va voir maintenant le BAV de troisième degré, ou bien le bloc auriculoventriculaire complet, où on a un blocage permanent de la conduction auriculoventriculaire et on a une dissociation auriculoventriculaire avec un rythme d'échappement. Donc, ça c'est un QRS, ça c'est un QRS. Donc ça c'est un rythme d'échappement ventriculaire. Pour les ondes de P, donc PP, donc l'espace PP est constant et l'espace RR est constant. Et on a une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc l'onde de P, elle n'est pas suivie d'un QRS et le QRS, il n'est pas précédé d'une onde de P. Donc c'est le rythme d'échappement qui va prendre le relais quand on a un blocage complet de la conduction de l'étage auriculaire vers l'étage ventriculaire. Donc on va récapituler ce qu'on a dit. Donc ça c'est un aspect normal. Donc PR, donc l'espace PR dure 0,16 secondes. Donc il est normal. Donc, la conduction est normale. Donc l'onde de P est suivie d'un QRS. Et le QRS est précédé d'une onde de P. Pour le BAV du premier degré, on a un allongement de l'espace PR, donc supérieur à 0,20 secondes. Un allongement donc, qui est constant. Pour le BAV de deuxième degré, on a pour le Mobitz 1, on a un allongement progressif de l'espace PR, donc 0,16, 0,20, 0,24 jusqu'au blocage de l'onde de P. Donc l'onde de P là, elle est bloquée, c'est-à-dire elle n'est pas suivie d'un QRS. Pour le BAV de deuxième degré Mobitz 2, on a un blocage inopiné de l'onde de P. Donc un blocage inopiné avec un espace PR qui est constant et qui est normal. Donc PR 0,16, PR 0,16, 0,16 et ici on a une onde de P qui est bloquée. Pour le BAV de troisième degré, on a une dissociation auriculoventriculaire, c'est-à-dire PP, donc là, cette onde de P n'est pas conduite, elle n'est pas, donc il n'y a pas de conduction entre l'onde de P et le QRS. Cette onde de P n'est pas conduite, P non conduite, P non conduite, P non conduite. Et on a un QRS, donc ça c'est un échappement ventriculaire, avec une dissociation auriculoventriculaire. Donc pour les symptômes des blocs auriculoventriculaires, soit ils sont asymptomatiques, soit on peut avoir un étourdissement jusqu'au syncope, c'est-à-dire perte de connaissance à type de syncope. Pour les étiologies des blocs auriculoventriculaires, on a les causes dégénératives comme la maladie de Lenègre et la maladie de Lève. Pour la maladie de Lève, il y a des calcifications. C'est en rapport avec des calcifications au niveau du septum et du squelette fibreux cardiaque. Pour la maladie de Lenègre, c'est une maladie dégénérative primitive du tissu de conduction. Le RAO calcifié, ou bien la maladie du Monckeberg. Pour les causes infectieuses, on a l'endocardite infectieuse et la diphtérie. Les causes ischémiques, on a les infarctus du myocarde qui peuvent entraîner des blocs auriculoventriculaires. Les causes congénitales, comme la communication interventriculaire, l'hypothyroïdie sévère et les étiologies ou bien les causes médicamenteuses, les digitaliques, les bêta-bloquants et l'hypercalémie qui peuvent engendrer des troubles conductifs auriculoventriculaires. Pour le traitement, donc généralement le BAV de premier et de deuxième degré, donc il n'y a pas de traitement. Il faut traiter l'étiologie, sauf si ils sont symptomatiques. Pour le BAV de troisième degré, donc on traite l'étiologie et
on utilise les sympathomimétiques pour accélérer la fréquence cardiaque. Donc on utilise l'isoprénaline ou bien l'isuprel en perfusion continue à raison de 5 ampoules dont 250 cc de sérum glucosé. Et c'est une indication de stimulation temporaire puis définitive avec un pacemaker. Donc on a terminé avec les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Maintenant on va voir les troubles de la conduction sino-auriculaire, c'est-à-dire à l'étage auriculaire. On a plusieurs types, c'est-à-dire la conduction. Donc il y a un trouble conductif entre le nœud sinusal et, c'est-à-dire à l'étage auriculaire, sino-auriculaire. On a plusieurs types de blocs sino-auriculaires. Pour le premier degré, on a un simple retard ou allongement du temps de conduction entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. À l'électrocardiogramme de surface, il n'y a pas d'expression électrique et il n'y a aucune conséquence clinique. Donc sur l'électro, donc il n'y a rien. Donc le BSA du premier degré, il est caché. Pour le BSA du deuxième degré, on a deux types. On a le type 1 et le type 2. Pour le type 1, ou bien période de Wenckebach sinusale, on a un allongement progressif de la conduction sino-auriculaire jusqu'à ce que finalement un battement sinusal ne soit pas conduit jusqu'à l'oreillette, c'est-à-dire absence d'onde de P. Ou bien on peut avoir un allongement ou raccourcissement progressif des espaces PP correspondant à des battements regroupés, c'est-à-dire des PP croissants ou PP décroissants. La durée des pauses est inférieure à 2 fois celle du cycle le plus court. Et les intervalles PR sont constants parce qu'il n'y a pas de trouble conductif à l'étage ventriculaire. Donc ça, c'est un bloc sino-auriculaire du deuxième degré type 1. Donc on a une onde de P qui est suivie d'un QRS. Donc P suivi d'un QRS, P suivi d'un QRS, P jusqu'au blocage. Donc là, il n'y a pas d'onde de P. C'est-à-dire il y a un trouble de la conduction sino-auriculaire. Donc il n'y a pas d'onde de P. Donc on a un rythme sinusal avec incrément progressif des intervalles PP jusqu'à une absence d'onde de P, puis à nouveau les intervalles PP s'allongent. Pour le BSA du deuxième degré de type 2, il n'y a pas d'allongement progressif du temps de conduction et donc pas de période de Wenckebach. On a des pauses intermittentes sans onde de P ni de QRS interrompant des cycles d'onde de P régulières. La durée des pauses est le double de la durée du cycle de base. Donc on a absence d'onde de P d'une façon inopinée, ou bien on a des pauses intermittentes. Donc il n'y a pas d'onde de P ni de QRS. Donc ça c'est un BSA de deuxième degré, de type 2. Donc sur cet électro, donc on a un BSA de deuxième degré de type 2. Donc P, QRS, P, QRS, onde de P, donc disparition de l'onde de P. Donc c'est un BSA, donc deuxième degré. P, QRS, disparition de l'onde de P, P, QRS, disparition de l'onde de P. Donc on a des ondes de P manquantes une fois sur deux. Donc c'est un BSA de deuxième degré de type 2, type 2. Donc sur cet électro, on a un BSA 2 pour 1. Donc complexe QRS, PQRS, 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 absence d'onde de P et absence de QRS. Puis PQRS, absence de PQRS.
Donc l'onde de P est absente. Donc une fois sur 2. Donc c'est un BSA 2 pour 1. 2 pour 1. Sur cet électro, on a l'absence d'onde de P à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est-à-dire P, QRS, on a 4 complexes QRS précédés par une onde de P qui sont normaux, puis disparition de l'onde de P au 5e complexe. Et à ce niveau-là, donc 3 complexes et l'onde de P au niveau du 4e complexe est absente. Donc c'est un BSA du 2e degré variable, 5 pour 4, puis 4 pour 3. Pour le BSA du 3e degré, la transmission de l'influx sinusal est complètement bloquée de façon permanente. La persistance des décharges régulières du nœud sinusal ne donne lieu à aucune onde de P. Ceci ne peut être cliniquement différencié de l'arrêt sinusal, qui est l'arrêt total de formation d'un influx dans le nœud sinusal. Donc, on a un rythme d'échappement jonctionnel. Donc, plus rarement, il est ventriculaire. Donc, ce qui va prendre la commande, c'est le rythme d'échappement. Échappement jonctionnel. Donc, sur cet électro, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'absence d'onde de P. Il n'y a pas d'onde de P. Il n'y a pas d'onde de P. Par exemple, en D2, il n'y a pas d'onde de P. Le complexe QRS n'est pas précédé d'une onde de P, ni suivi d'une onde de P. Ça, c'est une onde U. Et l'onde T, elle est plate. On a un petit sous-décalage du segment ST avec une petite cupule. Donc ça, c'est un BSA, bloc sino-auriculaire de 3e degré, avec disparition de l'onde de P et un échappement, donc la présence d'un échappement jonctionnel. Donc ça, c'est un échappement jonctionnel qui va prendre le relais. Donc ce qui est en rapport avec une intoxication digitalique. Donc sur cet électro, il n'y a ni onde de P ni QRS. Donc absence d'onde de P, pas de rythme d'échappement. Donc ça, c'est une asystolie. Sur cet électro, on voit qu'il y a des ondes de P qui sont dissociées du QRS. Donc ce QRS n'est pas précédé par une onde de P. Donc ça, c'est une onde de P donc, qui n'est pas suivie par un QRS. Donc l'onde de P, elle est là. Elle est au niveau de l'onde de T. Cette onde de P, donc elle n'est pas conduite. Ça, c'est un BAV complet avec dissociation auriculaire, auriculo-ventriculaire et un échappement ventriculaire qui va prendre le relais. Donc il y a un blocage entre l'auricule ou bien l'oreillette et ventricule qui est complet avec un échappement ventriculaire. Donc sur cet électro, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs électros. Donc l'onde de P est suivie d'un QRS, onde de P est suivie d'un QRS, donc l'onde de P est suivie d'un QRS. Donc on a un espace PR qui est allongé de plus de 0,20 secondes, c'est-à-dire plus d'un gros carreau, et il est constant. Donc espace PR constant allongé. Donc ça, c'est un BAV de premier degré. Bloc auriculo-ventriculaire de premier degré. Sur cet électro, le deuxième électro, on a un espace PR qui s'allonge progressivement jusqu'au blocage de cette onde de P. Donc, cette onde de P est bloquée. Elle n'est pas suivie d'un QRS. Donc ça, c'est un BAV de deuxième degré type coin Québec. Ça, c'est le deuxième degré Mobitz 1. Donc
allongement progressif du long de P jusqu'au blocage. Sur le troisième électrode, on a un espace PR qui est normal, qui est constant, avec une onde de P qui est bloquée, donc d'une façon inopinée. Donc, espace PR normal et constant avec un blocage inopiné du long de P, ce qui est en faveur d'un BAV du deuxième degré Mobitz 2. Sur le quatrième électrode, on a donc un espace PR qui est constant, PR constant, PR constant. Cette onde de P, elle est conduite, suivie d'un QRS. Cette onde de P suivie d'un QRS. La sixième ou bien la cinquième suivie d'un QRS. Cette onde de P, elle n'est pas conduite. Cette onde de P, elle n'est pas conduite. Donc ça, c'est un BAV de deuxième degré, Mobitz 2. Donc blocage inopiné de l'onde de P. Donc 2 pour 1. Donc c'est un 2 pour 1. Sur le dernier ECG, donc cette onde de P, elle est bloquée. Donc il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc P, 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 P. Donc espace PP constant et RR constant. Mais il y a une dissociation. Ces ondes de P sont bloquées. Et là, on a un QRS. Donc ça, c'est un rythme d'échappement jonctionnel. Parce que le QRS, il est fin. Donc un BAV de troisième degré avec dissociation auriculo-ventriculaire et rythme d'échappement jonctionnel. Sur cet électrode, donc, on voit nettement que en D2, D3 et AVF, le QRS il est négatif. Négatif en D2, D3, AVF. Donc là, on a une forte déviation de l'axe du QRS à gauche. Une forte déviation à gauche, ce qui correspond à un hémibloc antérieur gauche. Sur cet électrode, on a des ondes de P. Onde de P. Ça, c'est une onde de P non suivie d'un QRS. Donc, des ondes de P qui sont bloquées. Donc, P bloqué. Cette onde de P, elle est bloquée. Donc, parce qu'il n'y a pas d'espace PR. Donc, les ondes de P, celle-là, c'est une onde de P qui est tombée dans l'onde de T. Donc, les ondes de P sont bloquées et on a des QRS avec une bradycardie, des QRS qui correspondent à un rythme d'échappement jonctionnel. Donc ça, c'est un bloc auriculo-ventriculaire troisième degré avec un échappement jonctionnel. Donc sur cet électrode, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un crochetage de l'onde R en V1, V2, donc dans les dérivations droites, avec des troubles de la repolarisation à type de sous-décalage du segment ST et onde T négative, en V1, V2. Donc ça, c'est un bloc de branche droite, de la branche droite, complet, parce que la durée de QRS dépasse 0,012 secondes et la déflexion intrasécoïde dépasse 0,08 secondes. En D2, D3, AVF, qu'est-ce qu'on voit? Donc le QRS, il est négatif. En D2, D3, AVF, avec un aspect R, petit r, grand 2S. Ça, c'est un mini-bloc antérieur gauche. Et on voit qu'il y a, je pense qu'il y a un allongement du PR qui dépasse 0,12 secondes, ce qui est en faveur d'un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Donc on a un BAV de premier degré et un bloc de branche droit complet avec un mini-bloc antérieur gauche.
et je vous remercie.